Azoul, bonsoir et bienvenue sur Berbère TV. Ce soir, on va parler de la nation algérienne, on va parler des Berbères, de la période turque et même de la période récente, de toute cette polémique qu'il y a actuellement sur l'existence de la nation algérienne, du peuple algérien, avant l'arrivée de la France ou pas. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Omar Hamourit. Azoul, bonsoir. Merci. Alors, vous êtes donc l'auteur de ce livre, La France a-t-elle créé la nation algérienne? C'est aux éditions Non-Lieu. Voilà, un livre que franchement j'ai parcouru avec passion parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui se disent sur la nation algérienne quand on voit toutes ces dernières polémiques qu'on a plein de réponses. On a aussi plein de questions en sortant de ce livre. Mais avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, dans l'existence ou pas de la nation algérienne, j'aimerais d'abord qu'on redise et qu'on reparle un peu de la nation. Alors, c'est quoi la nation d'abord? Je vais en parler. Parce que avant ça, avant peut-être de parler de la nation, est-ce que c'est une réponse à ce qui se passe? Pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre à ce moment? Pourquoi voilà. l'avoir sorti à ce moment? Est-ce que c'est une réponse à tout ce qui se dit? On se rappelle des déclarations d'Emmanuel Macron. Et absolument. De ce qu'il avait dit. Alors pourquoi justement vous avez choisi ce moment pour sortir ce livre? Oui, je suis parti de la France a-t-elle créé la nation algérienne? Cette question, elle prend racine dans la déclaration d'Emmanuel Macron, qui, en octobre 2021, s'était demandé si la construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à observer. Et y avait-il une nation algérienne avant la colonisation française? Voilà la question. De plus, il avait qualifié le régime algérien de politico-militaire, l'accusant de cultiver une mémoire historique et d'entretenir une rente mémoriale à travers une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Voilà. Donc je suis parti avec ça. J'ai fait un livre en me basant, en répondant aux questions d'Emmanuel Macron et pour savoir dans quelle mesure il avait raison, dans quelle mesure il avait tort, dans quelle mesure partiellement il avait raison. Donc je suis parti pour développer cette idée-là. Je rappelle que vous êtes historien, donc c'est important. Donc on a l'œil de l'historien. C'est un livre d'historien et en même temps de philosophie de l'histoire. Parce que je ne relate pas seulement l'histoire, mais je l'interroge. Pourquoi ça s'est passé comme ça et comment c'était J'interroge les différentes étapes de l'histoire. Bien. Donc, qu'est-ce qu'une nation? Est-ce qu'il faudrait que je définisse tout de suite qu'est-ce qu'une nation? Je pense que je peux donner un aperçu de ce que c'est une nation. Un sociologue anglais qui s'appelle Anthony Smith dit que la nation est différente de l'État. Parce que la nation est un concept abstrait. Pour lui, la nation, c'est comme un pot dans lequel on a mis à travers l'histoire toute la culture des peuples, qui, à un moment donné, donne le caractère à un peuple. Donc, c'est abstrait. Alors que l'État, c'est un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir judiciaire et administratif. Donc, la nation peut exister sans État. C'est-à-dire, on peut parler des Kurdes en une nation, mais non pas un État. Bien, donc, pour commencer à aller dans le fond du livre, il faudrait peut-être qu'on définisse la nation. D'accord, bien sûr qu'il faut définir la nation. Mais avant de définir la nation, je voudrais définir quelques concepts, comme l'État-nation, et comme le peuple, comme le territoire, comme la souveraineté, comme la nationalité. C'est-à-dire, sans cela, ce sont des concepts qu'il faut définir avant de dire ce que c'est une nation. Le peuple est d'abord, aujourd'hui, l'Algérie est un État-nation, qui a un drapeau, qui a un territoire défini, qui a un peuple, au sens politique, et non des groupes tribaux, qui a une souveraineté sur un territoire. Sa population a une nationalité. Elle a un hymne, elle a un drapeau,
les Algériens ont un passeport. Mais est-ce qu'ils étaient comme ça avant 1962 ? Oui, la question est là. Voilà. Évidemment que non. Évidemment que non. Je donne un exemple. Imaginez en 1802 deux Algériens. Enfin, vous le dites dans le livre, hein, oui, Oranais. Deux commerçants oranais qui vivaient à Oran et qui partent à Constantine pour leur commerce. Quand ils arrivent là-bas, ils vont à l'hôtel, qu'est-ce qu'ils présentent comme document ? Naturellement, ils n'avaient pas une pièce d'identité qui disait qu'ils étaient Algériens, qui les initiaient, cette pièce d'identité qui les initiait aux Constantinois. Donc, ils se disaient qu'ils venaient du Beylek d'Oran et que peut-être qu'ils avaient une autorisation du Beylek pour voyager. Bien. À partir de là, je dis que déjà en 1802, il n'y avait pas de peuple algérien au sens politique du terme. Il y avait des tribus qui vivaient à l'ouest, à l'est, au centre et partout, mais ils ne constituaient pas un peuple au sens politique. Le peuple au sens politique, il est apparu bien après. Les premières fois où on a parlé de peuple, c'est dans les années 1930, par Amr Aimash et par Messali Haj. C'est-à-dire que la notion du peuple n'est apparue que quand les frontières françaises ont été délimitées, et en plus quand la France a commencé à mettre en place des lois qui, indirectement, ont permis la naissance de ce peuple. On va revenir sur cette question. Oui, mais en même temps, permettez-moi de vous dire, quand même, un Constantinois ou un Oranais sont liés par... après, voilà, on va discuter de l'Empire ottoman, mais ils ont peut-être ça, justement. Il y a le Beylik, voilà, à Constantine, ou le Dey à Constantine, à Oran. Il y a l'Empire ottoman qui les lie, donc il y a quand même une certaine appartenance. Peut-être entre eux, ils sont un peu liés. Le problème, c'est pas l'Empire ottoman n'a pas constitué, n'a pas favorisé l'émergence d'un peuple. Bien au contraire, l'Empire ottoman a maintenu les tribus sous son autorité. Les tribus ne pouvaient pas vraiment bouger. Chaque fois que les tribus bougeaient, ils étaient d'une certaine façon matés par les janissaires. Je cite la tribu Sakhr ou Sakhri dans le Constantinois dès le XVIIe siècle, qui a essayé de se révolter contre le système ottoman. Elle a été complètement matée et aucune autre tribu n'est venue à son aide. C'est là où j'explique l'idée que il n'y avait pas cette notion de peuple, c'est-à-dire une tribu vivait pour elle-même, et elle pouvait lier quelques alliances avec les autres tribus, mais en aucun cas elle n'existait il n'existait pas comme un peuple uni, puisqu'il n'avait pas un prince ou un roi ou un autochtone qui était à leur tête. Ils n'avaient pas de pouvoir central qui les initiait. Donc ils existaient comme dominés par un pouvoir ottoman. Et c'est un concept extrêmement difficile à expliciter pour les gens d'aujourd'hui, parce qu'ils ont l'impression que le peuple algérien tel qu'il est aujourd'hui a toujours existé d'une façon unie, oui. Mais non, c'est compliqué. La naissance du peuple algérien a nécessité tout un passage d'un État à l'autre. Voilà, c'est ça qui est... On parle par exemple de la... si on va revenir par étapes, mais si on commence à peu près, on part loin, donc au temps des Amaziens, au temps des Berbères, des fois on parle de la Numidie. Est-ce que la Numidie... peut-être que le mot Algérie, voilà, apparaît... c'est récent, mais... la Numidie, est-ce que c'est l'Algérie finalement? Est-ce que c'est le nom qui a changé? Ou qu'est-ce qu'il y avait avant les Turcs, avant l'arrivée des Ottomans plutôt? Les Ottomans sont arrivés en 1516. Dans la définition de la nation, parce que, comment dirais, moi j'ai travaillé sur 3 théoriciens du fait national. Qu'on retrouve dans le livre. Hein. Voilà, 3 théoriciens du fait national. À savoir Benedict Anderson, qui est un Américain qui a travaillé, qui est vraiment la référence dans ce domaine.
J'ai travaillé sur Ernest Renan, le français, naturellement, qui à travers sa fameuse conférence en 1882 qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» et Anthony Smith, qui a travaillé sur aussi le concept de nation et la naissance des nations. Benedict Anderson dit que la nation est ce legs historique qui est transmis de génération en génération. C'est ça la nation. C'est différent de l'État. Ernest Renan dit que la nation, c'est cette dimension spirituelle de l'État-nation. C'est-à-dire qu'il la dissocie, il la différencie de l'État. Benedict Anderson, Anthony Smith, lui, il dit que l'État, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir autoritaire et l'administration. Mais la nation, c'est ce que l'histoire a déposé dans cette région, dans ce pays, et qui a formé une culture spécifique à travers le temps. Les cultures se développent à travers l'histoire. Et la culture que l'Algérie a aujourd'hui est un produit de l'histoire. Donc, si la culture existe comme ça, telle qu'elle est, c'est parce qu'elle est née. Et donc, l'Algérie est un produit de son histoire comme nation. La nation algérienne est le produit de son histoire. Elle ne date pas de 1962. Donc voilà ce que c'est la nation. Donc on a dit qu'on existe des nations qui n'ont pas forcément d'État. Des nations. D'État. Donc il y avait une nation algérienne. La nation algérienne. Comment il peut y avoir une nation sans peuple et sans État? Parce que vous disiez qu'il n'y avait pas de peuple algérien. Ah ben voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de peuple, mais il n'y avait pas de peuple au sens politique. Politique, oui. Mais démographiquement, il existe. Je parlais de ces deux Oranais qui sont partis à Constantine. Après, je me pose la question. Est-ce qu'il y avait des points communs entre ces Oranais et ces Constantinois? On regarde. Ils étaient probablement les deux musulmans. Ou non. Ils parlaient berbère. Ou peut-être arabe. Ils allaient à la mosquée malikite. Ils récitaient le Coran. Ils avaient peut-être des points communs en lien avec la mythologie du pays, de la région. Donc, peut-être la cuisine. Peut-être la cuisine, peut-être qu'ils mangeaient la même chose, peut-être qu'il y avait des diversités de cuisine. Et c'est là où ce que je dis, malgré l'absence d'un peuple au sens politique, il y avait ce qu'on peut appeler les briques de la nation. C'est ça qui va nous permettre de dire, est-ce qu'il y avait une nation ou non? Donc, à travers l'histoire, bien sûr qu'il y avait... je répondrai à cette question à la fin. Je la développerai mieux, d'une façon plus cohérente, mais on s'aperçoit que chaque fois que la nation, et là j'insiste, n'est pas quelque chose de concret, mais quelque chose d'abstrait, mais qui a une réalité politique, la nation. C'est-à-dire que cette nation conditionne aussi l'État. C'est-à-dire que quand l'État se construit, comme en Algérie, cet État-là doit tenir compte de cette nation. Je parle de la construction des nations. Dans mon livre, j'ai cité 4 types de nations pour comprendre ce qui se passe en Algérie. On ne peut pas analyser l'Algérie en dehors d'une démarche comparative. On ne peut pas se dire, voilà. J'ai étudié la nation allemande. Comment la nation allemande s'est formée? On sait que la nation allemande, l'État-nation allemand, s'est formé en 1871 par Bismarck, Otto von Bismarck, mais pour les théoriciens de la nation allemande comme Fichte, comme Herder, la nation allemande a existé avant l'État allemand, avant l'État-nation allemand. Parce qu'il avait fallu tout simplement rassembler les différents royaumes qui existaient en Allemagne
pour faire un État-nation. C'est-à-dire que la nation germanique préexistait à l'État-nation. Après, j'ai étudié la nation chinoise. On voit que la nation chinoise plonge ses racines dans la dynastie Qin, qui remonte très très loin, et les Han. Ils ont fait un gros travail pour unifier toutes les tribus qui existaient. Ils ont unifié dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ils ont unifié. Donc ça a donné naissance à la... Et toute l'Antiquité, aussi bien chez les Allemands que chez les Chinois, toute l'Antiquité est prise en compte dans l'existence de l'État-nation aujourd'hui. Ils l'ont intégré dans l'imaginaire. Les Français, pareil. C'est pareil pour la France. La France a un chemin différent. Mais on arrive au même résultat. Elle a un chemin différent parce qu'elle a subi beaucoup d'influences. Très tôt, on peut dire le haut Moyen-Âge, ils ont commencé à subir l'influence de beaucoup de tribus européennes qui sont venues s'installer en France. Et la France, aujourd'hui, quand on voit l'enseignement, on a intégré l'Antiquité dans l'enseignement, par exemple, tout comme les Allemands et les Chinois. Je prends également les Turcs. Les Turcs, quand l'Empire ottoman est tombé, il y a eu un débat entre les intellectuels et Kemal Atatürk. Eux, ils ont tout de suite intégré dans leur considération pour construire l'État-nation leur antiquité. Les Hittites, les Goths turcs, comme on appelle, ils l'ont intégré. Ils ont fait une synthèse entre leur antiquité et ce qui était leur État à l'époque. L'État que Kemal Atatürk a. Je me suis posé la question. Et l'Algérie? C'est peut-être ce que l'Algérie n'a pas fait. L'Algérie n'est pas passée par cette étape. Et il n'y a pas eu cette réflexion pour essayer d'intégrer l'Antiquité et même le Moyen-Âge algérien, et le Moyen-Âge, et même le 15e, 16e, le 12e, le 12e, 13e, le 14e, ils ne l'ont pas intégré. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas nationalisé. Le 13e siècle, 14e siècle, le temps des Almohades, il fallait le nationaliser. Or, on l'a laissé commun à 3 pays. C'est-à-dire que l'histoire des Almohades, des Almoravides, c'est une histoire du Maghreb. Or, il me semble qu'il est temps de nationaliser cette histoire-là, c'est-à-dire de la rendre faisant partie d'un État-nation. Or, on l'a laissé commune aux 3 pays. Il fallait faire un travail pour que les Almoravides soient algériens, et les Almohades soient algériens. Les Hamadites, elle est algérienne. Il fallait que aussi les Érides soient algériens. Or, on ne l'a pas fait. Comment voulez-vous construire un État-nation sans que cette histoire-là ne soit pas récupérée nationalement? Et puis pareil, à l'époque des royaumes berbères, donc je vous parlais tout à l'heure de la Numidie d'un côté, peut-être il y avait aussi un autre royaume d'un autre côté, mais tout ça aussi, à un moment, il fallait peut-être l'intégrer dans l'histoire de la nation ça, algérienne. on n'a pas intégré, l'histoire antique des Berbères n'a pas du tout été intégrée dans le récit national. C'est pas parce qu'il suffit de nommer Jugurtha ou Massinissa une fois qu'on a considéré qu'on a intégré l'histoire. C'est très compliqué d'intégrer l'histoire dans une... C'est faire une synthèse. Faire une synthèse et que cela apparaît dans la vie quotidienne. L'histoire telle qu'elle est présentée dans les récits officiels, elle est biaisée. C'est-à-dire qu'on ne la présente pas d'une façon qui permet d'intégrer cette nation. Nous savons très bien qu'en 1964, la charte d'Alger a considéré que l'Antiquité berbère n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle a considéré que l'Antiquité des Numides, des Massiles et des Massaïciles, de toute cette histoire avec Carthage, avec Rome,
ne fait pas partie de la nation. C'est-à-dire qu'on a coupé dans l'ADN national. On l'a bricolé. Et on a ajouté une antiquité qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, quand la région s'est islamisée, on a bricolé l'ADN et on a amené une autre antiquité et on l'a branchée sur l'ADN, sur la chronologie de l'ADN de la nation. Très bien, on l'a branchée. Au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire de mélanger dans une synthèse l'islamité, l'amazirité, l'islamité et l'arabité pour faire une synthèse, pour sortir avec quelque chose qui rend la nation cohérente. Aujourd'hui, la nation en Algérie n'est pas cohérente, il manque quelque chose. Quand je compare cette nation avec l'Iran, je suis un peu stupéfait de la stabilité de l'Iran. Parce que pourquoi ? Les Iraniens, ils ont intégré dans leur imaginaire les Sassanides. Pourtant, les Sassanides, ils ont combattu les musulmans. Ils ont intégré dans leur imaginaire même la Perse ancienne. Ce qui fait qu'ils ont une base culturelle plus solide. Or, nous, on a bricolé, à l'image de livre qui a été fait par Moubarak el-Meli en 1937, c'était un ulama, qui estimait que l'antiquité berbère est finie et qu'on n'avait plus à s'en soucier parce qu'elle est dissoute dans l'arabité et l'arabité et l'islamité. En 2008, il y a eu une loi en éducation qui a ajouté la dimension amazigh en 2008. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont mise à la fin. Mais ils l'ont ajouté, mais ce n'est pas d'une façon opérationnelle. Ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on souhaite, pour que le pays soit solide et que la nation soit bien construite, il faut qu'il y ait une opérationnalité, c'est-à-dire qu'il faudrait que le sens de la mazérité doit être opérant. C'est-à-dire qu'il doit être totalement intégré dans la construction de la nation. Après, il y a peut-être quelque chose, voilà, on peut dire qui s'est peut-être passé, qui a fait que... est-ce que c'est pas les Ottomans, enfin la question ottomane, qui a fait que... Parce que certains Algériens, on ne sait pas, certains pensent que c'est une colonisation, d'autres disent non, on les a appelés, ils sont venus, on n'a jamais su trancher, et c'est comme un mur, on ne veut pas repartir plus loin, et on n'a pas réglé cette question ottomane. C'est une excellente question que vous posez là. L'Empire ottoman, la présence ottomane a été très mal étudiée. Et elle aussi, quand elle a été étudiée, elle a été étudiée d'une façon idéologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu voir la réalité. Les Ottomans sont arrivés en 1516. Les premiers Ottomans, à savoir Khaireddin et Harouj, et avec tous les corsaires qui étaient avec lui. Il est courant d'entendre dire que les Algériens ont appelé les Ottomans pour venir à leur secousse. Cette idée a été complètement incrustée dans l'imaginaire des générations. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait, pour une fois pour toutes, dire que non. Parce que qu'est-ce que c'est à l'époque quand on parle des Algériens ont appelé l'Ottoman? L'Algérie n'avait pas de sens tel que nous l'imaginons aujourd'hui, tel que nous le voyons aujourd'hui. Nous savons que l'Empire ottoman était en pleine croissance, était en pleine expansion. Il venait d'occuper l'Europe et faisait peur à l'Europe. Il est arrivé jusqu'à Vienne. Il a occupé tous les Balkans. Il était à la porte de l'Europe occidentale. Et nous savons qu'il avait aussi totalement dominé le Moyen-Orient. L'Égypte, le Liban, la Syrie, jusqu'en Arabie, tous ces pays, il les a dominés. Il n'y avait pas des Espagnols qui attaquaient ces pays-là.
C'est-à-dire qu'il était dans une période d'expansion. Et l'Algérie n'échappe pas à cette période de domination. Parce que quand les Ottomans sont arrivés, ils ne se sont pas satisfaits du Maghreb central, de l'Afrique du Nord centrale, c'est-à-dire ce qui est l'Algérie aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont voulu essayer de prendre Tlemcen et l'Oranais, mais ils n'ont pas pu dans un premier temps. Donc, même le frère Harouj a été tué dans le Constantinois, dans l'Oranais, pardon, du côté de Tlemcen, le frère de Khairdin. Donc, ce qui fait comme cela montre, et même ils ont essayé de prendre le Maroc. Les Marocains ont résisté à l'expansion donc de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'a pas, à proprement parler, été appelé. Il était en pleine expansion. Même s'il était appelé par certains, ça ne veut pas dire que tous les Algériens ou toutes les tribus algériennes l'ont appelé. Et quand ces Ottomans sont arrivés en Algérie, ils ont trouvé des États hafsides à l'est, donc de la Tunisie jusqu'à Bougie, jusqu'à Béjaïa et tout ça, jusqu'à Alger. Et de l'autre côté, on avait les Zérides, mais dans un état de déliquescence totale, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment affaiblis, ces États. Leur système administratif et judiciaire et tout ça battait de l'aile. Et du coup, les confréries ont profité pour s'installer sur ce territoire. On a les deux fameuses confréries, la Chadliya et la Qadiriya, qui ont pris beaucoup de pouvoir. Et de Chadliya Qadiriya va donner naissance à plusieurs confréries après. Bon, c'est pas le sujet, mais il va donner des naissances. Mais ces Zaouïas ont pris le pouvoir, et quand les Ottomans sont arrivés très tôt, ils ont compris que les dynasties ils sont en état de déliquescence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plus négocié avec les confréries qu'avec les pouvoirs des dynasties. Et ils ont négocié, et puis très tôt, les pachas, enfin, parce qu'à l'époque il y avait des systèmes de pachas, ça a commencé avant les beys, ont compris qu'il fallait aussi nourrir, il fallait, pour avoir l'aval des tribus algériennes de l'époque, qu'il fallait les donner une part de ce qui est revenu de la course, ce qu'on avait de la piraterie. C'est-à-dire tout ce que, et leur donner une part de la piraterie. D'ailleurs, comme cette piraterie va baisser, parce que les Européens, même les Américains, ont commencé à faire pression sur les navires ottomans, qu'on appelait les navires algériens à l'époque, ils ont arrêté, donc il y avait moins de revenus de la piraterie. Ils ont demandé aux Algériens, aux tribus algériennes, de faire du blé. Du blé parce que l'Europe était en pleine expansion, il fallait leur vendre du blé. Donc, sur cette question du blé, je voudrais m'arrêter 2 minutes. Les Algériens produisaient du blé. L'Empire ottoman, là on est à la veille de l'arrivée des Français. Je continue mon idée, parce qu'après je reviendrai à ce qu'il y a un État algérien. Okay. Nous savons que quand on leur a demandé de faire du blé, les Algériens commençaient à faire du blé. Et il y avait, là on se situe dans les années 1820 à peu près, 10 ans avant l'arrivée disons, tout ce système qui était autour du bey, autour des dey, le système des hommes d'affaires, tels que les Bouchnard par exemple, tels que les Bakri, tels que ces gens-là, vendaient du blé à l'étranger, aux Européens. Mais quand ils leur vendaient, les tribus algériennes, elles étaient payées rapidement. Quand ils leur donnaient des blés, on leur donnait de l'argent. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, on leur donnait de l'argent. Mais seulement, quand cette histoire de dette qu'avait la France... Parce que c'est là que vient la dette, justement. Voilà, quand il y a cette dette. Mais en fait, cette dette, on la devait à qui? On ne le devait pas aux tribus algériennes, cette dette. Puisque ces tribus algériennes, quand elles vendaient leur blé, ces businessmen les payaient. Voilà. Mais cette là, on la devait à qui? On le devait à ces affairistes. Et en même temps, au dey, qui avait sa partie. Donc le coup d'éventail, c'était pas pour demander l'argent des tribus algériennes, c'était pour qu'ils demandaient sa commission.
D'accord. et l'argent des affairistes. Donc, et ces gens-là, c'est businessmen. Donc, en fait, il faut comprendre les choses de cette façon-là, parce que le blé... C'est-à-dire que le blé algérien, voilà, arrivé en Europe et en France notamment, à l'époque, voilà. Napoléon qui avait besoin de blé. Qui avait besoin de voilà. blé, Napoléon. Donc ces hommes d'affaires, ils ont financé l'achat du blé, ils l'ont vendu, mais quand ils ne recevaient pas, ben le Dey s'est révolté en demandant où est l'argent. Mais en fait, ce n'était pas l'argent des tribus algériennes, entre guillemets. C'était pas les tribus l'argent des autochtones. C'était l'argent donc parce que le bey en personne recevait chaque année, tous les 3 ans, une certaine somme d'argent de tous les beys, de tous les Dey. Il y a le Dey et le bey. Tous les beys de Rohan Constantine lui amenaient tous les 3 ans une certaine somme importante, je la cite, d'argent pour sa propre richesse. Pour lui, voilà. Donc là, on est dans un système qui a fonctionné de cette façon-là. Et alors, je rebondis sur ce qu'il y avait un État algérien à l'époque des Ottomans. Oui. Mais comment voulez-vous dire qu'il y avait un État algérien? Parce que j'ai vu que Benjamin Stora, dans une interview, il disait que dès l'instant où il y a de représentants diplomatiques dans un pays, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas un État algérien. Non, un État algérien, on peut dire s'il y a un État algérien, si la population autochtone était souveraine. C'est pour ça que je disais qu'en philosophie politique, pour dire qu'un État existe, il faut qu'il y ait la souveraineté d'un peuple sur ses propres affaires. Or à l'époque ottomane, ces tribus algériennes n'étaient pas souveraines. C'était le diwan, c'était le gouvernement constitué d'Ottomans, strictement d'Ottomans. C'est-à-dire que les autochtones ne participaient pas dans le gouvernement. Comment voulez-vous parler d'un État algérien quand la population autochtone n'était pas souveraine? Les tribus dites algériennes avaient à leur tête un caïd nommé par les Turcs, par les Ottomans, qui gérait et qui collectait des impôts avec les mahal. Donc, on ne peut pas parler de souveraineté de peuple. Donc, on peut dire qu'il y avait un État ottoman en Algérie, ottoman au sens parce que à la fin du système ottoman, la relation avec la Porte Sublime était quand même assez distancée, hein. Mais il reste un fonctionnement comme une principauté gérée par des Dey et des Beys. Puis c'est peut-être il y avait un consul, il n'y avait pas un ambassadeur à l'époque. Oui, il y avait un ambassadeur pour un pays. Oui, il y avait un consul, mais en plus c'est assez surprenant parce que ce pouvoir ottoman en place, lorsque la France est arrivée en 1830. Est-ce qu'ils ont défendu, justement? Ils ont eu une petite défense, mais c'est des tribus locales. Par exemple, du côté de la Metidja, les Oufiya et les Hadjot, par exemple, ce sont les tribus de la Metidja, les fameuses Hadjot et Oufiya, c'est connu, ces tribus-là, qui se sont opposés, avec bien sûr l'appui de quelques janissaires qui sont opposés. Et les janissaires étaient totalement... leur nombre était très faible. Donc en fait, il y avait un système qui fonctionnait. Mais le nombre de l'armée janissaire, à la fin, était ridicule. Il n'était pas nombreux. Mais il y avait une chape qui s'est installée sur ces tribus-là. Donc ils se sont battus. Mais le Dey Hussein, dès le 31 juillet, il était déjà à Naples, au bord de la Jeanne d'Arc. Les Français lui ont mis à sa disposition la frégate Jeanne d'Arc, et il s'est retrouvé, Jeanne d'Arc, il s'est retrouvé à Naples en 31 juillet, il était déjà à Naples. C'est-à-dire qu'il est parti presque le jour même, le 5 juillet, quand il a remis les clés de la ville au comte de Bourmont. Ce qui fait que moi, je me rends complètement, aujourd'hui, je m'interroge totalement, comment on peut garder un quartier qui s'appelle Hussein Dey à Alger, alors que le type, il s'est barré
à peine quelques jours, et qui a remis les clés et il n'était pas le seul qui a remis Ceux les de Constantine ou d'Oran, est-ce qu'ils se sont un peu... oui, on verra que par exemple, donc je reviens à Hussein qui aujourd'hui a un quartier à son nom. Je m'interroge pourquoi on continue d'exister alors que c'est lui qui a remis les clés et il est parti. Il n'a pas défendu le pays. Et à Oran, il y avait le bey Hassan. 2 ans avant 1938, il était dans une affaire terrible avec les tribus de l'Ouest. Même avec les Hachem de la tribu d'Abdelkader. Ils étaient totalement, absolument en guerre avec eux. Il les matait. Et vous imaginez, dès que 1830 est arrivé, il a vu les Français arriver, il est parti. Il n'est pas resté parce qu'il savait qu'il allait avoir affaire aux tribus qu'il maltraitait peu de temps avant. Le XVIIIe siècle était terrible pour les tribus dites algériennes. Ils les ont massacrés. Tout le XVIIIe siècle, les Ottomans n'étaient pas, comme dirait l'autre, très gentils avec les tribus. Et donc, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres, bien sûr qu'on a massacré. À l'ouest, ne parlons pas à l'est, l'affaire de Mohamed El-Gharab. Le Gharab au sens corbeau, c'est une mythologie parce que ce Mohamed il s'est révolté, il a incité une partie du Constantinois à se révolter contre l'Empire ottoman. On est au XVIIIe siècle. Je crois que si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si c'est Ibrahim Pacha ou c'est un autre, ils ont maté totalement cette tribu, sans que les autres tribus ne bougent pour venir à leur aide. Non, parce qu'on n'était pas dans une conscience de peuple. C'est-à-dire chaque tribu se vivait comme... et qu'elle avait intérêt à ne pas trop se révolter. Et donc elle a été sérieusement matée, cette tribu. Il y avait les Sahri, mais il y avait aussi ce Mohamed El-Gharab. On me dit que ce Mohamed El-Gharab, quand il a été arrêté, il a été jeté du haut des rumelles et finalement il s'est transformé en corbeau. Voilà, c'est une mythe, c'est une mythologie locale. Voilà, donc on voit que ils étaient... Il y a eu quand même une résistance. Il y a eu ça, on ne le dit pas. Oui. Mais les tribus locales, ils ont résisté. Parce que les Ottomans n'étaient pas des enfants de cœur. Et à un moment donné, on était vers la fin, on était vers 1830, mais il y avait un Cheikh Darqawi qui s'était révolté contre les Mahallés, c'est donc la troupe janissaire, la troupe ottomane qui censée ramasser l'impôt des tribus. Et il a dit qu'il avait battu Mahallé et qu'en fait l'Empire ottoman était fini. Il l'a payé cher parce qu'il a été vraiment massacré par la suite avec ses troupes. Parce qu'il a été aidé par d'autres tribus qui étaient des tribus marzanes. Voilà. Donc il y avait des tribus marzanes qui étaient pro-turques, pro-ottomanes. En fait, chaque tribu défendait ses propres intérêts. Donc d'où l'absence de la naissance d'une conscience de ces tribus comme peuple. Et ça, on voit que l'Empire ottoman a totalement gelé le jeu politique normal qui a existé au Maroc. Il a gelé. Au Maroc, il y avait un jeu politique, les tribus, il y avait il y avait un moulay, il y avait Moulay comme Moulay Ismaïl qui s'est battu contre certaines tribus récalcitrantes et finalement il a réussi à unifier. En Algérie, aucun homme de ce genre n'a émergé en 314 ans. Ils sont restés quand même 314 ans. 314 ans l'Empire ottoman. Est-ce qu'ils ont construit le pays? Est-ce qu'on a des... Parce qu'on ne voit pas beaucoup de choses finalement du temps des Ottomans. Non, on peut les compter. Il y a, dans le livre, j'ai parlé de ça. Il y a eu un travail de fait pour voir qu'est-ce qu'en 314 ans, qu'est-ce qu'on a laissé. Très peu de choses. Même si les Français ont essayé de détruire ce que... Et je ne le crois pas vraiment. Ils ne se sont pas attaqués aux ponts
ni aux maisons. Quand une belle maison existait, certains la gardaient. Ils allaient habiter. Pour eux, oui. Voilà, on l'a vu ça. Ils ont transformé les villas turques. À Alger, ils ont resté. À Constantine, un peu. Dans l'Oranie, peut-être pas beaucoup. Mais je le cite dans le livre. Je ne me souviens pas de tête, mais je cite quel est le patrimoine ottoman, contrairement à ce qu'on peut voir, ce que la France a laissé. La France a laissé quand même beaucoup de choses. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à l'héritage, par rapport au patrimoine architectural laissé par la France, il est mal intégré dans l'imaginaire algérien. C'est-à-dire qu'on ne le considère pas comme faisant partie du patrimoine algérien. Donc, par certains côtés, on le laisse se détériorer. On le laisse se détériorer. Un peu à l'image du patrimoine antique. J'ai parlé dans le livre ce qu'on appelle les tombeaux de Frenda, du côté de Tiaret. Oui. Tombeau de Frenda. Mais ces tombeaux-là, aujourd'hui, ce sont ces tombeaux des circonciliants. Les circonciliants étaient cette faction, c'était des berbères, cette faction chrétienne, disons, qui s'était révoltée contre l'Église, parce qu'ils ont considéré qu'il était injuste. Et qu'ils ont créé un schisme. Les donatistes. Ils ont créé un schisme. Donc, ils se sont quand même allés s'installer du côté de Frenda. Ils ont construit des tombeaux, mais on a de l'herbe qui pousse sur et les chefs qui viennent pètent sur les tombeaux. Comme si la seule culture qui peut exister, c'est la culture arabe et musulmane. Madrassen aussi, on pourrait parler. On peut parler de Madrassen. Madrassen, moi, ça me choque, c'est terriblement, quand j'évoque Madrassen. Parce qu'on voit que Madrassen, c'était le tombeau des Massiles, donc des Gaïa, Massinissa et tout, Alsace et tout ça. Mais plus de Gaïa d'après le travail qui a été fait par Gabriel Camps, donc qui situe exactement ce tombeau au début des Massiles. Bref, ce tombeau, à un moment donné, a intéressé certains. Ils ont appelé l'aéroport de Batna Madrassen. Et puis, ils l'ont débaptisé pour l'appeler aéroport de Batna Ben Boulaïd. Mais pourquoi? Est-ce que Madrassen ne fait pas partie de la nation? Elle fait partie de ce que je disais tout à l'heure dans la définition que la nation est un legs historique, est un legs que l'histoire dépose dans ce pot-là que j'appelle, et qui forme la culture d'un pays. Donc on ne peut pas jouer avec l'ADN d'une nation. Ça fait partie. Là, tu ne peux pas couper dans l'ADN. Quand tu coupes, tu déséquilibres. Ce n'est pas visible à un œil nu. On ne le voit pas. Mais opérationnellement, dans la vie quotidienne d'une nation, ça a du sens. Tu as coupé dans l'ADN de cette nation-là. Donc, je ne vois pas pourquoi Madrassen. Pareil. Donc, il y a un débat. Ce qui fait partie de la culture arabe et musulmane est intégré, et pas le reste. Or, on ne doit pas réduire, malgré la sacralité pour ceux qui croient, la sacralité de la religion, on ne doit pas réduire l'histoire de la nation à ça seulement. On voit qu'en Algérie, même la période dite arabe musulmane qui a commencé en 640, elle est mal explicitée. Elle est aussi mal présentée parce qu'elle est présentée souvent biaisée, c'est-à-dire présentée de telle façon à arranger une idéologie. Elle n'est pas présentée. Quand on parle de l'arrivée des Arabes et l'islamisation du Maghreb, l'islamisation de l'Algérie. Je dis de l'Algérie parce qu'on parle de nation. Oui. Donc, si les Algériens, quand on parle de nation, il faut faire en sorte
que le Moyen-Âge qui était commun aux trois nations soit édifié comme à la nation. Parce que c'est partie de la nation, oui. Oui, mais on ne le fait pas. Il faut nationaliser ce Moyen-Âge qui était partagé. Il faut le distinguer des autres. Chaque pays doit le nationaliser. Voilà. Or, quand on les évoque dans le cadre d'un Maghreb ancien. Et non, parce qu'il faut s'évertuer à trouver, parce qu'on parle de nation. On ne parle pas de Maghreb. On ne parle pas de Maghreb. On parle de nation. Donc il faut faire en sorte que cette histoire soit nationalisée, soit appliquée à une nation. Or, on ne le fait pas. On reste dans le vague. Donc même cette islamisation du Maghreb ou de l'Algérie, elle n'est pas explicitée, ou elle est biaisée. Mais en même temps, quand la France arrive, puisqu'on parlait tout à l'heure de la France, il y a quand même, voilà, peut-être c'est ottoman, comme vous dites, mais un semblant d'État, puisqu'elle sait où s'arrêter. Voilà, il y a Constantine, il y a Oran, il y a Alger, on a quand même, ça commence à se constituer. La France a trouvé quelque chose quand même. Oui. Après qu'elle soit sous domination ottomane, ou pas, ou d'accord, mais il y a quand même quelque chose. Parce que certains vous disent, on entend des fois certains vous dire, voilà, dans des médias qu'il n'y avait rien du tout, ni le nom, ni rien, ni tout a été créé par la France, ce qui n'est pas le cas. Tout n'a pas été créé par la France. Tout n'a pas été créé par la France, mais il faudrait qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que la France a fait ? C'est la question en fait, que vous posez. Oui. Mais quand la colonisation est arrivée, quand les Français sont arrivés en 1830, qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'est-ce qu'il y avait en Algérie comme pouvoir ? Les Ottomans sont partis, il y avait des tribus. Des tribus sans chef qui les initiaient. Sans chef. On verra que l'émir Abdelkader a été propulsé par des Michel, oui. Et on lui a proposé un royaume. On va venir. Mais on avait des tribus qui existaient en 1830. Les Français sont arrivés, ils ont trouvé des tribus. Ils ont trouvé les Bni Amr à Sidi Blabès. Les Fletas au nord de Mascara. Les Douirs, les Abid, les Bouaïch qui étaient dans l'Oranie. Les Hachim, à Mascara. Les Bni Nassar qui étaient à Mliana. En Kabylie, il y avait les Aïtiraten et les Flissen. C'est pas exhaustif. Hein. Dans la Mtidja, il y avait les Hadjot et le Oufia. Oulad Naïl à Biskra. Oulad Riyah d'Achlef. Oulad Sid Sheikh al-Biyad. Haraktas à Oulad Rira dans le Constantinois. Donc on avait des tribus. Et chaque tribu avait son propre chef. Donc on a affaire à des tribus. Les Français qui sont arrivés n'ont pas arrivé à un pouvoir construit. Donc c'était un tout petit peu la débandade au niveau des tribus algériennes. Donc la résistance face aux Français, elle était au début complètement anarchique. Elle était anarchique, elle se faisait au nom de la lutte contre les chrétiens. Pas au nom d'un peuple. Puisque le peuple était inimaginable. Il raisonnait même pas en termes d'un peuple. Il raisonnait en termes, est-ce que nous, musulmans, on peut s'unir contre ces chrétiens qui viennent nous spolier nos terres. C'est ça la première résistance, au nom d'eux. Oui, les Français n'ont pas trouvé de pouvoir en face. Après, il y a eu une résistance. Mais ils ont trouvé, une résistance. Il y avait trouvé une résistance. On sait que, par exemple, l'émir Abdelkader a demandé aux tribus de l'Ouest de lui prêter allégeance à Haris, un endroit à Haris. Toutes les tribus n'étaient pas venues pour lui prêter allégeance, parce qu'ils s'étaient restés sur tout ce qu'il y avait entre eux avant la France. Toutes les inimitiés, toutes la mésentente qu'il y avait entre eux avant Donc tout le monde, les Bni Amr, qui était une grande tribu, ne sont pas venus lui prêter
allégeance. Les Kabyles ne l'ont pas fait. Les Kabyles qui ont énormément souffert par la conquête n'ont pas souffert. Comment s'appelle-t-il à l'est, dans le Constantinois, comment il s'appelle le Dey, le Constantinois, j'en parlais tout à l'heure. Le Dey de le Bey de Constantine, il est connu. C'était le seul qui a résisté et en même temps s'opposait à l'Émir Abdelkader. Il a résisté, lui. Lui, il a résisté. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti parce qu'il était un Koulougli. Il était à moitié algérien et qui avait des rapports avec les tribus, sa famille d'alliance dans le sud, à Biskra et tout ça. Donc il s'est battu, lui, mais du coup il avait des ambitions. Et il ne voulait pas, il s'opposait à l'Émir Abdelkader. Il ne voulait pas s'unifier avec lui parce que lui-même avait des ambitions pour devenir le chef de la résistance. L'Émir Abdelkader, on lui a proposé un royaume. Mais un royaume même pas ouvert à la mer. C'est-à-dire vraiment aucune fenêtre sur la mer. Il a accepté. Quand le général Desmichel lui a proposé un premier traité, il a accepté, et ce traité a été jugé par la France comme défavorable à la France, donc ils ont changé, et puis il y avait Bugeaud qui lui a présenté un autre traité, mais alors il n'avait pas accès ni au port de Herzeux, ni au port d'Oran, ni au port de Tness, ni rien du tout, il n'a pas accès à la mer. C'était vraiment un royaume fermé. Et du coup, on pose la question. Je me pose la question. Certains disent oui, mais il a accepté pour mieux se former et résister. Mais quelqu'un qui a une notion d'un pays entier, sauf qu'il n'avait pas une notion d'appartenir à un pays au sens à un même peuple, au sens politique du terme. Donc sinon, il n'aurait pas accepté, parce qu'on a vu, par exemple, Karim Belkacem, quand en 1962, on lui a proposé s'il pouvait couper le Sahara, il a dit non, je ne coupe pas, j'accepte pas. Et l'Émir Abdelkader, lui, il a accepté qu'on lui coupe, qu'on lui interdise l'accès à la mer. Bon, il a eu ce petit royaume pour exister et pour permettre peut-être de se fortifier, mais il n'en reste pas moins que cela montre qu'on était loin d'avoir une idée ou de sentir, d'appartenir collectivement. C'est le problème de conscience collective, parce qu'il sentait qu'il appartenait d'une façon collective à ce peuple. Non, je ne crois pas. Il n'y avait pas cette idée. La notion du peuple algérien est arrivée après. Donc quand les Français ont commencé à s'installer, ils ont commencé à définir les frontières. Le traité de la Marnia, en 1845 ou 46, 45, et quand ils ont défini d'une façon, cette fois-ci, géostratégique. Parce que quand on lit le traité, on voit que les frontières ont été définies un peu en dents de scie. En dents de scie, comme ça. Voilà, ça appartient à la France et ça appartient au Royaume du Maroc. Ou bien à la Tunisie. En 1910, la France a défini les frontières avec la Tunisie. En 1910, en Tunisie, il y avait on peut dire un système héréditaire qu'on appelle le Husseynite. Les Husseinides. Ce sont disons des moitié ottomans, moitié tunisiens, qui sont installés en Tunisie et qui se succédaient au pouvoir. Mais c'est un pouvoir local. Et ils ont signé le traité. Alors, la naissance des frontières va progressivement mettre les Algériens dans des frontières. D'ailleurs, on voit que dans la lutte de l'étoile nord-africaine, à un moment, on défendait tout l'Afrique du Nord, et puis à Mar'image commençait à distinguer entre les États et la lutte a changé. Avec Messal el-Hajj. La lutte a changé. On commence à parler de plus en plus de peuples tunisiens, de peuples marocains et de peuples algériens. Donc, on commence à parler de ça. Donc, ce qui fait que la naissance du peuple algérien a été d'abord la définition des frontières, ensuite le code de l'indigénat imposé par la France.
a été un code inique, horrible, injuste à l'égard des Algériens. C'est-à-dire qu'il mettait les Algériens quand les Algériens étaient jugés, les communes mixtes, les fameuses communes mixtes, ont jugé un Algérien sans juge. C'est-à-dire que l'administrateur lui-même jugeait les gens. L'administrateur. C'est-à-dire que si, par exemple, vous oubliez de déclarer votre enfant à la naissance de votre enfant, vous êtes sanctionné terriblement. Si vous allez à un mawsem, sans demander l'autorisation, vous êtes sanctionné. Et sanctionné sévèrement. Et tout le groupe qui était sanctionné. Donc le système de code de l'hygiène est horrible. Et les Algériens commençaient à se sentir, surtout que les Juifs étaient devenus des citoyens français, par le décret Crémieux, donc ils commençaient à se sentir totalement dans cette douleur, et se dit, mais oui, mais on se ressent dans la douleur. Quelque part, la douleur a forgé les Algériens, chez eux, une conscience collective d'appartenir à quelque chose qui est commun, qui va conduire plus tard à l'émergence d'un peuple politique. Et puis, il y a eu la loi Varnier, avec le Senatus Consuls, qui a donné les terres aux colons, et qui a détruit la propriété collective, parce que les tribus, à ce moment-là, la propriété était collective, elle n'était pas individuelle. Il n'y a pas, moi j'ai... et cette loi a cassé les tribus. C'est-à-dire les tribus a complètement brisé, le rapport avec la terre a complètement brisé la référence tribale. Et du coup, elle a ouvert progressivement à créer l'individu et la conscience d'appartenir à un peuple. Et donc c'est ça qui a donné naissance à l'émergence de cette notion de peuple au sens politique. Mais en même temps, parce que si on part de ce point de vue, comme vous le dites, est-ce que c'est pas d'abord cette notion du peuple politique, c'est pas une notion occidentale d'abord, parce que voilà, est-ce que c'est pas le point de vue de l'Occident? Est-ce que aussi on n'est pas parti d'un peuple ou d'une nation maghrébine, berbère ou arabo-berbère ou maghrébine, et puis on a divisé? Au départ, vous dites qu'il y avait quand même des tribus, ce qui pouvait exister en Occident aussi, il y a trop longtemps. Vous le disiez tout à l'heure, vous aviez donné l'exemple de l'Allemagne, un peu moins peut-être la France, comme vous le disiez, des royaumes. Est-ce qu'il n'y avait pas une appartenance nord-africaine ou maghrébine ou berbère, je ne sais pas comment on l'appelle, et puis finalement il y a eu l'émergence des États? Oui, mais moi, quand on étudie l'Algérie d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un État-nation. Ce n'est pas un modèle. Si je devais étudier les Hafsides et les Zirides, j'aurais utilisé d'autres concepts. Je n'aurais pas utilisé le concept de peuple. Je n'aurais pas utilisé le concept d'État-nation. Je n'aurais pas utilisé la notion de nationalité. J'aurais utilisé autre chose. J'aurais utilisé sauf. J'appartiens à un sauf. J'aurais utilisé l'émirat. J'aurais utilisé Marzel. J'aurais utilisé d'autres concepts qui sont propres à... Mais aujourd'hui, l'État algérien, il est construit selon le modèle occidental. Il est le résultat et la conséquence de la colonisation française. Alors qu'il est le produit, parce que l'action de la France était de définir les frontières. Ce sont des concepts de l'Europe du XIXe siècle, comme le concept de nation. C'est un concept qui a été élaboré et réfléchi en Occident. Dans le monde musulman, il y avait un lien spirituel qui est le concept de Ummah, par exemple, qui est un concept spirituel qui est lié. Mais c'était pas, Ummah, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un État.
Moi, c'est juste le lien spirituel qui existe entre États. Aujourd'hui, on peut dire que les Algériens appartiennent à la Ligue arabe ou à la Oumma musulmane. Mais il y a des États. Il y a un État algérien, il y a un État syrien, il y a un État... pourtant, ils ont la même religion. Donc, le concept de Oumma n'a pas de sens. On ne peut pas l'utiliser pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. Et puis, autre chose aussi, les frontières, parce que vous avez parlé des frontières, mais la France peut-être a mis à modifier, mais elle a trouvé des frontières. Vous disiez qu'il y avait des villes, il y avait des Dey à l'est, à l'ouest. Oui. Mais il y avait donc des frontières. Peut-être qu'on a pris par là, on a enlevé par là, mais sur la base, il y avait des frontières. C'est pas la France qui a créé, elle a créé peut-être les frontières actuelles. Elle a créé des mais il y avait des frontières. Oui, mais les frontières n'étaient pas définies comme selon le modèle géostratégique de la France. C'est-à-dire, aujourd'hui, les frontières sont en dents de scie. C'est-à-dire comme ça. Il y a 10 cm pour l'un et 20 cm pour l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans des formes avec des coordonnées spatio-temporelles. C'est-à-dire degré 90, voilà, plus 45 sud, 45 sud. Ce n'était pas le cas avant. Oui. C'est même les empires. Parce que là, en Algérie, on était sur le modèle d'empire. Le Maroc, par exemple, était sur le modèle royal. La frontière se définit à l'époque, avant le modèle occidental, avant le modèle français, se définit par l'allégeance. Quand une tribu porte allégeance à un monarque, un roi, c'est plus les gens qui deviennent sujets du monarque que la terre elle-même. C'est-à-dire que les frontières étaient définies sur l'espace où vivaient les gens, mais plus les gens. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une définition aussi solide. On avait peut-être une rivière qui traversait, on se disait que ça, spécialement, on connaît. Mais il n'y avait pas ce sens des frontières aussi rigide. Donc, pareil pour les empires. L'Empire ottoman était un modèle qui intégrait les nations. Parce qu'au sein de l'Empire, il y avait plusieurs nations qui avaient leur propre histoire. On va dans l'Empire ottoman, il y avait la nation qui pouvait exister en Algérie, qui pouvait exister dans le croissant fertile, c'est-à-dire en Syrie, au Liban, il y avait en Égypte le modèle de nation. Il y avait plusieurs nations dans l'Empire, c'est-à-dire mais qui n'avaient pas d'État. C'est ça le modèle de l'Empire. L'Empire superposait les nations. Il les superposait. Et il ne les intégrait pas, il les superposait. Il était là pour dominer, mais il n'intégrait pas. Donc les frontières n'avaient pas un sens géostratégique. Or, la France a défini la frontière géostratégique. La France a intégré le Sahara, qui est dans l'Algérie, qui n'existait pas à l'époque ottomane. Donc, c'est très important. Elle l'a intégré avec des coordonnées spatio-temporelles, spatiales. Voilà, latitude telle, ça appartient à l'Afrique du Nord. Donc, dans ce sens-là, la France n'a pas participé à créer une nation, puisque la nation est l'histoire. La nation, elle existait. Oui. Elle existait, c'est l'histoire qui a créé la spécificité de ce peuple, parce que l'histoire a déposé toute une culture. Je dirais que l'histoire de la présence française en Algérie fait partie de l'histoire de la nation algérienne. Elle fait partie. Qu'on le veuille ou non, elle fait partie. Donc à partir de là, l'histoire il est difficile de raisonner autrement, de parler autrement des frontières. Donc incontestablement, la France a construit un espace qui s'appelle un pays, mais elle n'a pas construit, elle n'a pas donné naissance à la nation. Emmanuel Macron... Pour répondre à Emmanuel Macron... Pour répondre à Emmanuel Macron s'est énormément trompé. C'est-à-dire que, ou bien il ne connaissait pas les concepts, ou bien il a fait exprès, parce que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est
qui, qui, euh, qui peut-être est victime de ce que Kipling, c'est l'écrivain qui a écrit le fameux livre, le livre de la jungle, avec, je sais pas, le fameux livre de la jungle avec mot, enfin, peu importe, Kipling est un Anglais, et parlait de ce qu'on appelle le devoir, ou bien le fardeau de l'homme blanc. Ce fardeau de l'homme blanc veut dire tout simplement que les peuples blancs civilisés ont le devoir de civiliser les peuples sauvages. Et je pense que cette notion qui a été très développée en France à l'époque de la Troisième République continue d'une certaine façon à agir, parfois silencieusement et parfois ouvertement, mais elle continue à exister, cette idéologie de la Troisième République de Jules Ferry, qui disait en 1888 ou 82, en pleine Assemblée nationale, que la France a une mission civilisatrice, que la France fait partie des peuples supérieurs et qui a pour mission de civiliser les peuples inférieurs. On a l'impression qu'il y a une certaine partie qui reprend ce discours. Aujourd'hui, naturellement, il y a encore, elle est présente, elle continue d'une certaine façon à être... à un moment donné, ça a disparu, mais maintenant ça revient avec beaucoup plus d'acuité. Et je me pose la question si Emmanuel Macron n'est pas d'une certaine façon aussi le produit de cette Troisième République par certains côtés. Ou bien, est-ce que quand on est dans la politique, on est obligé quelque part de prendre position. Donc ce qui fait, quand il a dit ça, en France, certains l'ont applaudi, en Algérie, les gens ont réagi, mais d'une façon maladroite. Les Algériens ont réagi parce qu'ils n'ont pas, le pouvoir n'a pas analysé ce que c'est les concepts, n'a pas répondu au sens. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce travail. Ceci dit, donc, vous lui dites, voilà, il y avait une nation algérienne. Comme dit Ernest Renan, le fameux Ernest Renan. Je me base beaucoup, c'est un Français, qui dit que la nation, c'est le legs de l'histoire. Quel que soit, il dit ce legs. Et je me base sur Benedict Anderson, qui dit que la nation, c'est imaginaire, quelque chose d'imaginaire, qui a une réalité politique, mais c'est quelque chose d'imaginaire. Ceci dit, le pouvoir algérien, le système algérien, parce que lui, il parlait, est-ce que c'est un système politico-militaire? Le pouvoir algérien qui a répondu, mais il était fâché parce qu'il dit le pouvoir est politico-militaire. Mais naturellement que le pouvoir algérien est un pouvoir politico-militaire. Et très tôt, on a vu que Ben Bella, en 62, a pris le pouvoir grâce à l'aide de Boumedienne. Et Boumedienne, il était ministre de la Défense en même temps. Ainsi de suite. Donc, ce qui fait que quand on voit que l'armée, chaque fois que Chadli a été appelé par le DRS, le Ras Demelbach, pour devenir président, on l'a sorti. On a proposé au peuple sans que le peuple n'ait un mot à dire. Et on voit que l'armée, à chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, c'est l'armée qui sort pour réguler les situations. C'est jamais le peuple, parce que le peuple n'est pas défini. On ne sait pas ce que c'est un peuple. Le peuple en Algérie, il est juste l'objet de politique, mais jamais l'instigateur d'une politique. C'est qu'on sait, quand Boumedienne parlait du peuple, et lui-même, quand on lit ce qu'il disait, quand on écoute ce qu'il disait, il se prenait lui-même pour le peuple. C'est-à-dire qu'il sait ce que le peuple veut. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'armée a été à chaque fois au centre des décisions de l'armée. Elle définit même ce qu'est la nation. Parce que, comme elle se considère comme... l'ANP se considère comme la descendante de l'ALN, elle se donne cette légitimité de définir ce qui doit être la nation ou non. Et ce qui, quand il y a
quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là, elle s'oppose. Et aujourd'hui, pour qu'on termine, on a un peu dépassé le temps, mais comment vous voyez-vous aujourd'hui les relations franco-algériennes avec toute cette crise qui est partie peut-être de là ou un peu avant, mais qui perdure jusque-là? C'est-à-dire, moi, je parlais dans le livre comment détruire l'imaginaire colonial. Parce que l'imaginaire colonial continuait à conditionner à pas mal d'égards le comportement d'un certain nombre politiques en France. Et même, il y a eu en 2022 un colloque à la Sorbonne où il était hors de question de remettre en question le système colonial, et qui était présidé et parrainé par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, qui est fils de pied noir. C'est-à-dire que, parce que la colonisation reste pour certains en France comme une gloire de la puissance de la France. C'est une fierté. Elle fait partie, voilà. Donc, s'il n'y a pas un travail qui doit être fait sur la question, parce que moi, je dis dans mon livre, je dis tout simplement, j'aimerais bien qu'un jour, dans la première partie d'une soirée en France, que nous puissions débattre de la notion de code de l'indigénat. Qu'est-ce que c'était le code de l'indigénat et la loi Varnier en France? Comme ça, les gens entendent ce qu'était le comme ça, commencer à casser, à détruire cet imaginaire qui conditionne pas mal d'égards le comportement d'un certain homme politique en France. D'un côté. Mais de l'autre côté, je suis très exigeant et je demande aux Algériens de ne pas construire leur nation uniquement sur 132 ans de la colonisation française. C'est-à-dire que sur 132 ans de la colonisation, c'est surtout sur la guerre de libération, parce qu'elle est chargée de manipulation, est chargée réellement de rente mémorielle. Parce qu'une nation, c'est quand même, depuis les Capséens, les mangeurs d'escargots, qui traversent toutes ces durées, on continue à faire des films que sur la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on nous a un jour fait un film sur Rum Rassen ibn Ziyad? Est-ce qu'on nous a un jour fait un film sur Youssef Ben Tchfin, selon le modèle algérien? Est-ce qu'un jour on nous a fait un film sur la dynastie de Koukou, sur Aït-Robri? Est-ce qu'on nous a fait un film sur Kousseïla, qui est pourtant un nationaliste, qui a défendu sa terre, exactement comme Boulaïd. Oui. Il a défendu, il y avait des Arabes, des armées arabes qui arrivaient, il a défendu sa terre et sa dignité. Donc est-ce qu'un jour on va nous faire? Ça veut dire on intègre l'histoire, toute l'histoire dans l'imaginaire algérien. Construire la nation, c'est tout ça. C'est faire cet ADN historique ne doit plus être coupé, il doit être rassemblé pour construire un imaginaire algérien. C'est ça qu'il faut arrêter de baser sur le... Merci beaucoup. C'est passionnant. Je rappelle donc Omar Hamoulit, La France a-t-elle créé la nation algérienne? C'est aux éditions Non-Lieu. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup à vous d'être resté avec nous. Restez avec Berbère TV. Au revoir, à bientôt.